Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous comme tous les jours de 12h34 à 14h. Nous sommes avec vous, avec bien sûr Iman News. Bonjour. Bonjour Dani, bonjour à tous. Bonjour Dani. Vous n'avez pas vu que j'étais là. Ah bon, Jean-Michel Martial, gérant de arobase consulting, créateur aussi de la nuit 87.1 pour les petites entreprises, sont avec nous. Marlene Daoumé-Toussé, elle aussi est là pour parler du concours Voix libérée. On va recevoir un peu plus tard Gladys Nicolas, qui est directrice générale du pôle social et enfance de la JSF, et Joan Fanson, éducateur spécialisé, qui sera avec nous. Et puis on va terminer avec deux Nestor, pour le même prix. Elodie Nestor, président de l'association Lic Chocolat, et Natacha Nestor, président de l'association FP. Le hasard des Nestor, mais enfin bon, on met sur le mois des Nestor, de toute manière. Donc on n'est pas loin du mois de mai, donc pas étonnant. Bien, sinon l'actualité. Au niveau de l'actualité, nous allons venir parler du Café des investisseurs autour de l'habitat qui a été organisé sur la ville des Abîmes. Donc une initiative qui vise à mobiliser les acteurs économiques et proposer un accompagnement aux propriétaires. Il s'agira aussi de parler de la réhabilitation du lavoir des sources, donc à Capesterre-Bello, donc une nouvelle installation a été faite dans l'ancien lavoir, donc réhabilité pour un lieu d'écoute, d'orientation avec des propositions d'ateliers variés. Il s'agira aussi d'eau. Problème d'eau à Besson, les habitants n'en peuvent plus et un collectif s'est rassemblé pour avoir des solutions concrètes suite à ces coupures intempestives. Et on parlera forcément de la mobilisation dans l'éducation pour terminer. Voilà pour l'actualité. On va démarrer tout de suite avec le Café des investisseurs. Oui, bien sûr. Sur la ville des Abîmes qui a organisé autour de l'habitat cette initiative visant à permettre aux acteurs économiques, aux bailleurs sociaux, aux habitants pour justement avoir des données leur permettant d'acquérir et de réhabiliter les biens immobiliers. Donc on voit un reportage de Solène Fèvre à ce sujet. Il était important que nous puissions, avec, je dirais, l'équipe projet ACV, que nous puissions mettre en lien à la fois ces investisseurs qui venaient déjà à la maison Cœur de Ville et aussi ces opérateurs financiers qui pouvaient leur apporter aujourd'hui des réponses en direct par rapport à leur situation. Donc c'est un moment important que nous allons poursuivre car il est nécessaire que chaque particulier ou professionnel qui souhaite améliorer son habitat en centre-ville ou encore investir en centre-ville puisse trouver une réponse à travers, je dirais, le dispositif Action Cœur de Ville. C'est la vocation en fait de ce dispositif qui est là pour redynamiser les centres-villes, permettre finalement de réhabiliter, avoir ces accompagnements financiers pour réhabiliter des biens, éviter qu'ils soient vacants et les remettre sur le marché au service justement des personnes, des salariés, puisque c'est la mission d'Action Logement que d'accompagner les salariés du secteur privé, de réinvestir, ces salariés réinvestissent les centres-villes et puis fassent aussi vivre l'économie, puisqu'on est quand même sur un système vertueux. On a aussi une filiale qui est SICOA, qui fait de la location accession, qui fait de la vente HLM. Le salarié peut passer par cette filiale, peut aussi trouver un terrain, construire, ou peut acheter un bien qui est déjà construit à partir du moment où c'est du neuf. Et nous, on va accompagner via un prêt complémentaire au taux de 1%. Nous allons poursuivre car la maison Cœur de Ville qui se situe en face de l'office de tourisme est là pour répondre au quotidien aux demandes des habitants de la ville des Abîmes ou des investisseurs. Donc nous sommes très contents ce matin de la présence de ces nombreux investisseurs présents à ce Café des investisseurs Habitat. Voilà. Bien, on va rester dans le domaine particulier puisqu'on va parler de Voix libérée. Madame Daoumé est avec nous. C'est un concours, c'est la journée internationale mondiale de la voix qu'on célèbre chaque année au mois d'avril. Et l'association Voix libérée, qui connaît depuis quelque temps, a décidé de mettre en place un concours amateur gratuit, sans obligation d'achat, en partenariat avec le conseil départemental. Alors, dans ce cadre, la manifestation va s'appeler Voix libérée.
Et je vois que Nyon Louvois, prix à 500 €, 400 €, enfin bref, les voix qu'elle libérée. Alors, Madame Daoumé, merci d'être avec nous. Merci. Qui ça va passer, ce concours de voix libérée? Alors, c'est dans le cadre de la journée de la voix, comme vous l'avez dit. Mais il faut savoir que c'est la première fois qu'on célèbre la voix ici en Guadeloupe, la journée de la voix. C'est la première fois. J'ai cru que pendant le Covid, je voyais qu'il y avait des manifestations autour de... La journée même, l'intitulé Journée mondiale de la voix. Oui. C'est une journée qui est née au Brésil. Et c'est la première fois que ça se fait en Guadeloupe. Donc, pour célébrer cet événement-là, nous avons voulu mettre en place un concours populaire, je dis bien populaire, pour les amateurs, pour tous ceux qui aiment chanter, pour tous ceux qui aiment chanter en groupe. Eh bien, ils sont invités à s'inscrire à ce concours. Donc, les participants auront à interpréter une chanson que Luan Pommier a écrite spécialement pour cet événement-là. Ah, c'est une chanson particulière. Ah oui, c'est une chanson particulière écrite par Luan Pommier. Donc, quand la personne s'inscrit, on lui envoie le son de Luan Pommier, on lui envoie la bande-son et le groupe peut chanter sur la bande-son, se filmer, nous envoyer la vidéo et à ce moment-là, on balance sur les réseaux et c'est le public qui va voter. Alors, il y aura un jury quand même. C'est le public qui est le jury ou bien un jury particulier? Il y a une présélection avant de mettre les vidéos. Il faut que les vidéos soient présentables quand même. Il faut qu'elles soient présentables pour que le son soit bien, quoi. Il y a une présélection, mais après, c'est le public qui va voter. Et le calendrier, j'ai vu que ça a commencé depuis le 12 mars, c'est ça? Depuis le 12 mars, on a lancé la publicité. Donc, on approche de la date d'échéance pour l'envoi des vidéos, puisque à certain moment, il faut bien s'arrêter. Donc, c'est jusqu'au 30. Les gens ont à se décider et à venir. Et j'encourage vraiment les gens à venir parce que quand on était gamin, on se réunissait pour chanter. On avait des cahiers de chant d'ailleurs et on se réunissait en Bois-là, à Casla, nous n'étions qu'à chanter. Donc c'est pour un peu remettre cette émulation du chant. Quand tu allais par exemple à Pointe-à-Pitre, tu entendais les gens chanter, les coiffeurs en train de chanter. Les gens chantaient. Donc c'est pour retrouver cette sensation du chant. Il faut libérer le chant. Libérer le chant, mais pas seulement le chant. La voix. La voix, la parole, parce que nous avons le concours, mais nous allons avoir aussi le village de la voix. Bon, on aura l'occasion, j'espère, d'en reparler. Au village de la voix, il y aura des stands, il y aura des rencontres avec des orthophonistes, avec des ORL, etc., et des ateliers de libération de l'expression, libération de la parole, de la voix. D'accord. Et on a un extrait de la musique de Luan qu'on peut écouter? Oui. On a... non, on n'a pas encore. Non, il me dit qu'on n'a pas encore... Voilà, c'est parti. C'est parti? Bon, on va écouter ça. Alors, et cette chanson de Luan, c'est quel style de chanson? Alors, c'est une inspiration Groka. Oui. Et c'est une composition originale de Luan, avec de très très belles paroles. Baille la voix, c'est pousser la pétante pour la tête et comprendre. C'est vraiment une chanson qui est très courte, mais qui diffuse un message qui est très beau aussi, très humain. Un message d'amour. Ouais. Voilà, je crois que ça y est, non pas encore, c'est pas encore arrivé. Alors, autre chose, pour s'inscrire, comment on fait? Alors, pour s'inscrire, il suffit de nous envoyer un message sur la boîte mail voixlibérée.contact. Voix en créole, VWA. VWA.contact@gmail.com. Et à ce moment-là, on vous envoie tous les éléments, le règlement du concours et tout. Alors, autre question, est-ce que les gens qui interprètent doivent chanter en solo ou bien en groupe? En groupe, c'est vraiment un groupe. À partir de 3 personnes, c'est bon. Oui. Mais en solo, c'est pas possible? Non, on a décidé que ça serait cette fois-ci. Peut-être l'année prochaine, puisqu'on compte réitérer ça chaque année. Mais pour cette année, on a voulu vraiment qu'il y ait cette émulation, parce que le chant, ça rapproche les gens. Oui. Le chant, ça lie, ça met une sorte de complicité entre les gens qui est intéressante à vivre. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi le groupe. On peut écouter un extrait, Yann, nous, La voix pousse la pétante, la voix pour la tête et comprendre. Tout ça nous bénit un jour, à part ça nous n'est toujours. Laissez-moi chanter bas, tout ça nous nie chaque jour. Par la voix, c'est qui richesse en moi. La voix, c'est qui cadeau en moi. Laissez-moi bon canter bas, en petit de la. Baille la voix,
chanter bas. C'est Voix libérée. Alors, juste une dernière question quand même. Voix libérée. La voix pousse la pétante. Il y aura 3 prix. En principe, c'est un concours qui est ouvert au tout public et aux scolaires. Donc, il y a 3 prix scolaires par niveau, primaire, secondaire, lycée. Et on a 3 prix pour les amateurs. Donc, Gaïa, ça veut dire qu'il est fort. C'est-à-dire que, bon, il est fort. Et après, nous avons des voix libérer l'espoir, c'est-à-dire qu'on a une force là pour continuer. Donc, ni l'espoir, un espoir, 2 l'espoir, 3. Et l'espoir. Et primaire, collège et lycée. Et donc, cérémonie le 16, c'est bien ça? Alors, la remise des prix aura lieu le 16 avril à la résidence départementale. Et voilà, on ne peut pas inviter tout le monde. Oui. Il y aura sans doute une diffusion, on ne sait pas encore, on est en train d'en parler, on est en pourparlers avec le Conseil général pour cela. Mais de toute manière, il y a qu'à de parler. Il y a qu'à de parler de remise de prix là, ça, parce que ça sera vraiment original et encore une fois, c'est une première. Oui. C'est une première. Mais j'invite tout le monde à aller sur notre site Instagram, notre site Facebook. Vous tapez soit Voix libérée ou Voix qualité, qui est le nom de notre association, et vous aurez toutes les informations et vous pourrez même voter sur Instagram à partir du 2 avril. Les votes seront ouverts. D'accord. Bon, Marilyn, merci. Merci. Pour les chanteurs, les prochains chanteurs de Voix libérée. Et continuer de libérer les voix, et pas seulement les voix qui méritent de libérer. Il faut libérer le pays là aussi. C'est ça. Bon. Vous êtes voilà pour libérer. Ah oui, il faut faire la transition. Oui, alors, bien sûr. Jean-Michel, merci d'être là, puisque vous êtes gérant de Arobase Consulting, et je sais que depuis longtemps, vous êtes un spécialiste du net, de l'Internet. De temps en temps, moi, je fais appel à vos services. Merci de m'avoir bienvenue. Invité, ouais. Alors, qu'est-ce que c'est Arobase Consulting? Arobase Consulting, c'est une agence de marketing digital, en fait. Et la démarche consiste à accompagner les entrepreneurs dans leur visibilité sur le web, c'est-à-dire créer leur site web, gérer les réseaux sociaux, parce qu'on sait qu'ils ont la tête dans le guidon en permanence, ils n'ont pas le temps. Donc on va d'une part les accompagner, leur donner les conseils nécessaires, et si éventuellement ils veulent transférer le service à notre agence, nous sommes même à les aider à augmenter leur visibilité sur tout ça. Alors, il y a une question que je pose souvent et qui se posait il y a quelque temps, c'est qu'on m'avait dit qu'il y avait environ 37 000 entreprises en Guadeloupe, et à peine 15% des entreprises avaient l'Internet. Est-ce qu'aujourd'hui, le chiffre est en train d'augmenter? Alors effectivement, depuis 2020, depuis la suite du Covid, on s'est rendu compte que les entreprises ont compris qu'il fallait être sur le web, puisque la visibilité avait changé, le système avait un petit peu changé. On a eu cette pression qui a fait que beaucoup d'entrepreneurs ont compris que s'ils voulaient continuer à vivre, il fallait être sur le web. C'est vrai que les chiffres aujourd'hui, je crois qu'on a à peu près 60% des entreprises sont sur le web. Oui, ça. En tout cas, ce sont les chiffres français. Il y a une évolution énorme dans ce sens-là. Mais il y a encore un travail énorme à faire en Guadeloupe. C'est pour ça que souvent je parle d'accompagnement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment démystifier l'outil, expliquer comment ça peut les aider, et voire même leur donner les formations nécessaires pour qu'ils puissent prendre en main et puis maîtriser un petit peu plus facilement l'outil. Alors l'autre question, c'est le problème des TPE. C'est parce que les grandes entreprises, les entreprises moyennes à la limite étaient déjà dans le digital, mais est-ce que les TPE progressivement Et quand on dit TPE, je pense souvent aux artisans, par exemple. Tout à fait. Oui. Alors, oui, les artisans commencent à s'y mettre. Pas plus qu'hier, j'étais à la Chambre des métiers, où il a été organisé une rencontre pour leur montrer quels sont les outils qui sont à leur disposition, parce qu'ils sont dans cette démarche aussi d'accompagner les entreprises. Et donc, je participe, étant aujourd'hui partenaire de la Chambre des métiers sur la visibilité, et on se rend compte qu'ils sentent qu'il y a un besoin. Et on a souvent tendance à dire que si vous n'êtes pas visible, vous allez disparaître. Oui, c'est vrai. Donc, il va falloir y aller, il faut prendre le train en marche. Donc, je pense qu'avec le temps, ils vont commencer à le comprendre. Et nous avons aussi de plus en plus de professionnels disponibles sur le territoire qui peuvent les aider dans ce sens-là. Et c'est en ce sens-là qu'a été créé l'annuaire. L'annuaire a été créé tout à fait dans ce sens-là, puisqu'on a l'outil que tout le monde connaît qui est Google. Je dirais que c'est un outil national, voire international. Même. Et étant donné que nos entreprises n'ont pas cette démarche, alors on parle de termes techniques qui est le SEO.
Voilà, Social Engine, c'est le moteur de recherche, donc pouvoir mieux se positionner sur les moteurs de recherche. Il m'a paru nécessaire d'avoir un outil local. Comme à l'époque, nous avions un annuaire page jaune, je pense que vous vous rappelez, qui a disparu. Le gros bottin là, qui a disparu. Il y avait un annuaire pour la Guadeloupe. Oui. D'accord. Donc je me suis dit pourquoi pas la version 2.0 de l'annuaire, mais cette fois-ci digital. Donc les entreprises peuvent s'y référencer en prenant contact avec nous. L'annuaire est disponible aujourd'hui, donc la plateforme est disponible sur le 97.1 tpeconnect.com. 97.1 tpeconnect.com. Qu'on te contacte et c'est fait. Voilà, ils peuvent s'inscrire directement, donc c'est une préinscription. Ensuite, nous les appelons et nous voyons avec eux exactement quels sont les outils qu'ils veulent mettre sur leur page, parce qu'une page est dédiée à chaque entreprise pour leur apporter cette visibilité nécessaire. Et les TPE commencent à comprendre, comme on dit, entrer en vitesse. Oui, TPE commence à entrer en vitesse. Tout à l'heure, donc, je parlais de la Chambre de métier qui a pu consulter l'annuaire et qui a trouvé que c'était un outil très, très intéressant pour nos entreprises. Je confirme. Hein. Voilà, tout à fait. Et donc, nous continuons notre travail ensemble. C'est vraiment une démarche de mutualisation, de collaboration pour permettre autant aux entrepreneurs d'être visibles. Et même de formation. Et même de formation. Et autant aux clients aussi, clients et prospects, de pouvoir trouver des entreprises locales. Oui. Alors, autre chose, je sais que dans les entreprises ou chez les gens qui ont plus de 40 ans, de plus en plus on utilisait Facebook et on laissait les autres moyens digitaux à la jeunesse. Alors, est-ce que ça commence à changer? Je veux dire, est-ce que dans une TPE, on utilise Instagram aujourd'hui? Je viens d'entendre Mme Dahomey dire que pour s'inscrire au concours de voix libérée, on peut aller sur Instagram. Et il n'y a pas que des jeunes qui vont là. Est-ce que les TPE comprennent maintenant l'intérêt d'Instagram? Je ne parle même pas encore de TikTok, mais je parle d'Instagram. Oui. Oui, on voit de plus en plus de TPE sur Instagram. C'est vrai que pour moi, Instagram, c'est une vitrine pour les images. D'accord. Je reste quand même très attaché à Facebook, qui reste malgré tout numéro 1 en Guadeloupe, et même dans le monde. Facebook reste numéro 1. Facebook reste numéro 1, malgré tout, puisque la démarche n'est pas la même, la visibilité n'est pas la même. Mais on s'est aperçu qu'il y a quand même une translation. Un certain nombre de personnes se sont positionnées aujourd'hui sur Instagram, puisque c'est un outil. On peut être sur les deux. On peut être sur les deux, bien sûr, on peut être sur les toits, puisqu'il faut savoir que les algorithmes ont tendance à fouiner un petit peu partout. Et puis si vous synchronisez vos informations, vous vous positionnez de la meilleure façon possible. Donc on peut être sur Facebook, Instagram, sur Google, avoir son site internet, LinkedIn. LinkedIn est très professionnel. Vous êtes un professionnel, vous voulez montrer votre expertise. LinkedIn, c'est l'endroit idéal. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui les gens se positionnent, mais ce qui manque, d'après mes constats, c'est la régularité. Puisque les algorithmes aiment les gens réguliers. Tout à fait. Plus on vous voit, mieux c'est pour vous. Tout à fait. Voilà. Donc il faut être souvent... Alors il y a eu dans le temps, je dis ça aux chefs d'entreprise, chefs d'entrepreneurs, il y a eu dans le temps, si je ne me trompe pas, une sorte de salon du numérique en Guadeloupe qui a disparu. Oui, ça s'est fait une fois, je crois. Une fois. J'y étais. Je me souviens. Oui. Est-ce qu'il n'est pas le moment d'y repenser? Certainement. Bah, écoute, c'est une très bonne idée, donc on va y penser avec... je me rappelle, étant présent sur ce premier salon numérique, je me rappelle de l'organisateur. C'est vrai, ça date quand même. Oui, ça date. Ça date, tout à fait. Ça s'était passé à Gosier. Voilà, exactement. Tout à fait, oui. Dans ta commune en plus. Tout à fait, oui. Donc, non, mais je pense que, eu égard à l'importance du numérique, du digital en Guadeloupe, mais pas seulement l'importance, mais aussi la nécessité. Oui, tout à fait, oui. Un salon du digital, même un peu à moyenne échelle, pas dire font un gigantesque, mais je pense que pour les chefs d'entreprise, parce que j'ai rencontré des chefs d'entreprise qui disent pas de temps, c'est vite ça, etc. C'est ça, c'est dommage de dire qu'on n'a pas le temps, parce que c'est vrai que c'est quelque part un investissement sur son outil de travail. C'est un outil de travail. Presque indispensable. Et aujourd'hui, on rentre dans une autre ère, puisqu'on parle beaucoup plus d'intelligence artificielle, voilà. Et j'en parlais à Mme Dahomey tout à l'heure, je disais que ça reste un outil. Ce qu'il faut voir, c'est comme un outil qui peut faciliter le travail. Tout à fait. D'accord ? Donc, il faut l'intégrer. Et quand le train passe, je pense qu'il y a un moment, il faut se dire, je dois saisir l'occasion si je veux continuer à exister. Oui, voilà. Tout à fait. Alors, donc, globalement, au niveau de l'annuaire, le nombre de clients augmente quand même. Petit à petit, puisque les gens prennent connaissance de l'existence. On a quand même un pourcentage, on a quand même un territoire avec un certain nombre d'habitants. Il faut en permanence faire de la communication, d'où une démarche que j'ai intégrée dans notre fonctionnement, c'est le partenariat
Donc on crée des partenariats avec des institutions, avec d'autres entreprises pour nous apporter nous-mêmes de la visibilité mutuellement entre des conférences, entre divers événements qu'on met en place pour que ces entrepreneurs prennent connaissance de l'annuaire d'une part et puissent connaître vraiment la portée de cet outil pour eux. L'avantage, c'est que ce n'est pas un outil qui est onéreux par rapport à un site internet. Et pour moi, la mutualisation, c'est quelque chose qui a un potentiel énorme. Plus on est ensemble, plus on est fort, c'est ce qu'on dit, je crois. Donc l'esprit même de l'annuaire, c'est retrouvons-nous tous au même endroit et le public nous verra. Voilà. Et c'est nécessaire, je pense, de toute manière. Bon, mais alors, en contact, si on veut adhérer à l'annuaire, être membre de l'annuaire, être inscrit sur l'annuaire. Alors, si on veut s'inscrire, je peux laisser mon numéro de téléphone. Vous pouvez donc me contacter au 0690 92 77 72. Et vous pouvez aussi vous rendre sur l'annuaire directement. 97.1tpeconnect.com. Et vous avez un formulaire, s'inscrire. Le processus se met en place automatiquement. Je reçois les informations et à ce moment-là, je vous rappelle. D'accord. Voilà. Un dernier point. Est-ce que, du point de vue du numérique aujourd'hui, la communication publicitaire se fait plus facilement, plus aisément sur le net, sur le digital que sur le papier? On parle beaucoup du vert, je dirais, je cherche le terme exact, hein, on va éliminer le papier de plus en plus. Et l'avantage, je dirais, qu'on a avec le numérique, c'est cette capacité à toucher un maximum de personnes dans un minimum de temps. Voilà. D'accord. Que ce soit Facebook, Instagram, je dirais que ce sont les deux outils sur lesquels on peut faire sa propre publicité. Et quand je compare aussi un 4 par étoile, en termes de coût, ça n'a rien à voir. Oui, d'accord. Et quand on compare aussi même Google, qui vous permet d'avoir la publicité, ça n'a rien à voir. Ça ouvre le champ aux petites entreprises de mieux se faire connaître, beaucoup plus facilement. Le budget, en tout cas, en termes de communication, est moins élevé. C'est vrai. Voilà, donc, quelquefois plus performant et plus rapide. Et on peut gérer ça soi-même à distance ou chez soi. On peut gérer ça et on peut analyser aussi les résultats. En fonction des résultats, on peut savoir comment optimiser, et pour savoir à quel moment faire la pub. En fait, il y a un panel d'outils énormes qui sont à notre disposition. Maintenant, il faut pouvoir soit les maîtriser soi-même ou faire appel à un service qui va vous accompagner dans ce sens-là. Jean-Michel, merci d'être venu. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est continuer. Oui. Parce que nous besoin de ça. Oui. C'est nécessaire pour nos entrepreneurs, surtout pour les petites entreprises qui n'ont pas les moyens. Tout à fait. Le gros investissement publicitaire. Voilà, il est 12h57, c'est la fin de la première partie du Z. On se retrouve tout à l'heure avec Gladys Nicolas et Joan Fonchon. À tout à l'heure. Merci. Madame Daoumé, merci. Merci. À bientôt. Tu viendras nous expliquer l'heure où les gagnants. Voilà, il est exactement 13h03. Nous sommes de retour avec vous. Nous allons recevoir dans un instant Madame Nicolas. Bonjour. Bonjour. Elle est directrice générale du pôle social de l'enfance de la JSF, association très dynamique à Gouzier. Et Monsieur Joan Fonchon, bonjour. Bonjour. Éducateur spécialisé, l'hôpital du jour à Dugazon, aux Zambie. On revient à l'actualité rapidement avec Madame News. Madame News. Madame News, oui. Okay. Pas de problème. On va parler de la réhabilitation du lavoir de la Cité des Sources, donc sur Capesterre-Belle-Eau. C'est un lieu qui a fait peau neuve, justement, inauguré le 24 mars, donc hier, par Jean-Philippe Courtois. Cette maison a maintenant un nouveau nom, la Maison pour tous, s'installer donc dans l'ancien lavoir réhabilité de la Cité des Sources. Ça va être un lieu d'accueil, d'écoute, d'orientation qui va proposer des ateliers variés. On voit un reportage de de Olivier Félix à ce sujet. Vous avez entendu, hein, on va monter des projets pour leur permettre de fleurir davantage le quartier avec les associations qui sont sur place.
Il s'agit pour nous donc de réhabiliter le parc Jean-Ignace avec un terrain de sport donc, qui était fermé depuis 2002. C'est un outil à disposition des jeunes. Le parc Paul Lacavé qui a été rénové avec les amis donc, du parc au travers d'un chantier d'insertion. Et maintenant ce bâtiment. Donc c'est dire que la Cité des Sources 2 a fait l'objet de travaux importants afin qu'on puisse retrouver de la cohésion, de l'activité, mais surtout pour se rassembler en famille. On a décidé de mener ce chantier sous format de chantier solidaire et participatif. On a réussi effectivement, grâce à la collaboration avec le VS Boucantage, c'est l'association du collectif d'Octave, à mobiliser 5 à 10 bénévoles par jour sur 21 jours. Donc c'était un bel élan de solidarité. Au tout départ, le chantier effectivement était compliqué parce que c'était un site laissé à l'abandon depuis plusieurs années, qui faisait l'objet de squats, etc. Donc c'est vrai qu'il y avait un peu l'idée de dire par où va-t-on commencer, et au final, avec l'équipe technique des compagnons bâtisseurs, on a mis au point des prescriptions travaux étape par étape, et on a guidé au fur et à mesure tous les bénévoles pour arriver à quelque chose de sympa qu'on inaugure aujourd'hui. J'ai trouvé que le projet qui est inauguré ce matin a du sens, puisqu'il est dans un quartier, vous voyez un peu, qui est très urbanisé, il y a beaucoup de population, et on avait au sein de ce quartier une verrue, un ancien lavoir qui n'était pas utilisé depuis très très longtemps. Donc j'ai tenu à être là pour saluer l'initiative et encourager surtout des projets similaires, parce que à la place d'un lavoir qui servait à rien, qui peut-être était un lieu de squat, aujourd'hui on a un bâtiment qui permettra de créer de l'animation et de la cohésion pour l'ensemble des gens du quartier et d'ailleurs. Il est important en fait pour la préfecture, pour l'État, de pouvoir être vraiment un partenaire dans ces projets au titre de la politique de la ville, puisque le bâtiment que nous avons inauguré aujourd'hui était un espace délaissé à l'abandon, et avec cette réhabilitation, il permet vraiment de créer un nouvel espace de vie pour les habitants du quartier, pour pouvoir se retrouver et bénéficier d'animation et faire revivre leur quartier. C'est une fierté pour nous parce que ça a répondu à un besoin. Ce site était délabré, laissé à l'abandon depuis 40 ans. Et c'est un nouveau souffle pour eux, c'est un nouveau visage pour le quartier. Ça améliore le cadre de vie. Et comme vous avez entendu, on va monter des projets pour leur permettre de fleurir davantage le quartier avec les associations qui sont sur place. Il s'agit pour nous donc de réhabiliter le parc Jean-Ignace avec un terrain de sport donc, qui était fermé depuis 2002. C'est un outil à disposition des jeunes. Le parc Paul Lacavé qui a été rénové avec les amis donc, du parc au travers d'un chantier d'insertion. Et maintenant ce bâtiment. Donc c'est dire que la Cité des Sources 2 a fait l'objet de travaux importants afin qu'on puisse retrouver de la cohésion, de l'activité, mais surtout pour se rassembler en famille. Voilà, donc un beau projet pour le mieux vivre ensemble. C'est pas forcément le cas sur les abîmes, justement, parce qu'il n'y a pas d'eau. Problème d'eau, on en parle tout à l'heure. Tout à l'heure, bien sûr. Alors, je vais me tourner vers Mme Nicolas, puisqu'elle est directrice du poste social de l'enfance. J'imagine que la JSF a encore un projet. C'est tout à fait ça. Alors, il faut savoir que ça fait un petit moment qu'on essaie d'avoir des partenariats avec des personnes dites extraordinaires. On avait déjà la chance de fonctionner avec la CAMA lors de notre déboulé Grand Moon et Timoun. Et puis là, on a eu l'opportunité de pouvoir s'associer avec l'hôpital de jour dans le cadre de la journée de l'autisme. Donc, on va pouvoir mettre à disposition l'espace pour que les enfants et leurs familles soient dans un cadre sécurisé. On va pouvoir aussi avoir des ateliers. Donc, on a la prestation des éditions de L'Aigle Marron pour un petit atelier de lecture pour les enfants qui, en fonction de leur disponibilité, en fait, ne pourront pas finir le parcours ou ne pourront même pas le commencer. Et donc, avoir ce petit temps agréable avec nous. On a aussi cette chance d'avoir notre ALSH ce jour-là. Donc, ils vont pouvoir se mêler aux personnes extraordinaires et puis, eux, montrer quel genre de personnes neuroatypiques ils sont. Sachant qu'à mes yeux, en fait, tous les enfants, en fait, sont extraordinaires avec leurs émotions, leur vécu, leurs sensations. Et ça va être un beau moment d'échange. C'est vraiment ce qu'on souhaite. Donc la manifestation, c'est
toute la matinée sera vraiment plus menée par l'hôpital de jour. Et puis nous, dans l'après-midi, on va prendre le relais avec un petit causé, avec l'assistance des médecins et de nos 2 marraines, Mme Bertelli et Mme Pompilius. Pompilius, oui. Donc, je me tourne vers M. Fanchon. Comment ça va s'organiser concrètement cette journée? Alors, déjà, premièrement, je remercie Canal 10 pour l'invitation et aussi la collaboration avec la directrice de Saint-Félix, l'association des jeunes de Saint-Félix. Alors, pour l'organisation, il faut savoir, avant de parler d'organisation, il faut quand même remettre le contexte. Oui. Pourquoi le projet a été mis en place? Alors, il faut savoir qu'en 2023, nous avons fait un projet avec l'association Rêve de Gosse, que je pense que vous connaissez, qui passe un peu partout en France, ils sont venus ici. Et donc qui avait fait participer nos enfants de l'hôpital de jour avec les enfants comme ordinaires dans des établissements de Pointe-à-Pitre, des établissements scolaires de Pointe-à-Pitre, où ils ont pu pratiquer du sport vraiment basé sur les Jeux olympiques. Et de là, par la suite, ça a émergé un autre projet, un très beau projet, en 2024, où nous sommes partis avec certains enfants de l'hôpital de jour, avec des infirmiers, des éducateurs, un médecin responsable et des cadres aux Jeux paralympiques de Paris. Donc ça s'est super bien passé. Et par la suite, on s'est dit pourquoi pas, pour la journée de l'autisme, refaire encore un projet au niveau du sport. D'accord. C'est ça. Il y a quand même, on ne le dit pas, mais il y a quand même beaucoup d'enfants autistes en Guadeloupe. Alors, enfants et adultes, on va dire à peu près entre 2000 et 3000 personnes, enfants et mélangés avec adultes, qui sont porteurs d'autisme. C'est ça. Donc, vous avez une clientèle, je dis, au potentiel? Alors oui, effectivement. Alors, nous accueillons des enfants de 5 à 12 ans à l'hôpital de jour. Oui. Donc, ils sont vraiment orientés par le CAMS. Je souhaite préciser déjà que le CAMS, en fait, c'est un centre de dépistage précoce qui aussi fait partie de l'EPSM. Et en fait, n'importe quelle personne qui voit, je pense, dès la naissance ou à l'âge de 36 mois, que l'enfant a des troubles, eh ben, il faut quand même penser à aller voir ces centres et faire un dépistage précoce. Et alors, vous dites ça pour les troubles, mais alors, un parent qui ne sait pas, qui n'est pas informé, quels sont les troubles, je veux dire, les plus visibles qui permettent déjà de déceler que l'enfant peut avoir quelques problèmes? Alors, déjà, on a des troubles du comportement. On peut avoir de l'agressivité, l'hétéroagressivité. Je peux prendre exemple un enfant qui n'aime pas trop se socialiser avec les autres. Oui. Qui se met à part, ou qui est focalisé sur un objet ou pas sur l'adulte. Ça peut déjà alerter, déjà. Et je tiens vraiment à dire à la population qu'il y a des personnes qui sont là pour les aider, pour les informer. Comme je parle du CAMS. Il n'y a pas de tabou, parce que c'est ça le problème. Hein. Exactement. Qui sont là pour les aider. Nous sommes une très grande équipe à l'EPSM. Nous avons des infirmiers, des éducateurs, des psychologues et des médecins responsables qui peuvent donner un diagnostic pour l'enfant. D'accord. Au niveau de la JSF, alors, je ne sais pas s'il y a des enfants autistes, mais pourquoi vous avez choisi cette manifestation? En fait, c'est une dynamique qui remonte même jusqu'à la CAF. C'est-à-dire que dernièrement, j'ai fait une formation sur le handicap chez les enfants. Il faut savoir que depuis près de 2 ans, il y a des formations qui se font, CAF, CRAGEP et autres, parce que la France est en retard. Et en retard en matière d'insertion, de compétences pour pouvoir traiter et accueillir les personnes porteurs de handicap. Donc, nous, on aimerait en fait avoir ce label et pouvoir en fait accueillir ces enfants dits extraordinaires et pouvoir utiliser le cadre
parce que je pense que vous connaissez un peu. On n'est pas malheureux à Saint-Félix. On n'est pas malheureux, il y a de la verdure, il y a la plage tout près. Donc voilà. Et c'est vrai que là, on est sur l'autisme, mais il y a quand même beaucoup de troubles actuellement, que ce soit les TDAH, que ce soit l'autisme, que ce soit toutes ces choses-là. Et ce sont des maladies dites un peu invisibles. C'est-à-dire que quand on regarde, pour nous, la personne ou l'adulte n'a rien. Tout à fait. Elle paraît normale. On ne peut pas se dire que si on fait tel bruit ou si on fait tel acte, elle va avoir cette réaction. Oui. Et on ne va pas comprendre pourquoi elle a cette réaction-là. Donc, pour nous, en fait, c'est essentiel que les enfants même se disent, il y a des différences, mais ça ne m'empêche pas d'être amie avec un tel. Ça ne m'empêche pas, moi aussi, d'avoir ma différence, même si je n'ai pas de diagnostic, même si je n'ai rien de particulier. Et au final, être différent, c'est une force. Monsieur François, je me tourne vers vous. Alors, il y a l'hôpital de jour, mais je me souviens, c'est l'année dernière ou avant, j'avais reçu un parent sur la question de l'autisme, me disait qu'il n'y avait pas suffisamment de classes, d'écoles, d'accueil pour les enfants en situation d'autisme. Alors, c'est exactement ça. Alors, je précise qu'à l'hôpital de jour, nous avons une unité externalisée qui s'appelle l'UEE, qui est à Timothée-Gendré, où on a 6 enfants avec une enseignante spécialisée. On est du 1 pour 1, on travaille du 1 pour 1 avec l'enfant. C'est vraiment sur la base de l'inclusion. Oui. Et c'est vrai que la population, enfin les personnes qui ont des enfants porteurs de TSA, se sentent démunis parce que souvent, on va dire, l'éducation nationale, ils mettent l'enfant dans une classe ordinaire. Voilà, c'est ça. Alors qui ont beaucoup de troubles. On vient de faire une école spécialisée génie en herbe où justement on accueillait des enfants. Le souci qui se pose, c'est qu'on n'a pas assez d'IME en Guadeloupe. Ouais. On n'en a pas assez. On a nos notifications, souvent des notifications IME, mais les enfants restent chez eux puisqu'ils n'ont pas de place. Ils n'ont pas assez de structure pour pouvoir prendre en charge leurs enfants, en fait. Ouais. Et c'est très, très, très compliqué. Pour les familles, j'imagine. C'est ça. Très dur. Exactement. Ouais. Donc, il y a tout un travail à faire. Alors, si demain vous êtes labellisé à la GSF, peut-être qu'il faudra créer une école spécialisée pour l'autisme. Enfin, je ne sais pas. Je sais que la GSF a beaucoup d'ambition dans tous les domaines. Donc, c'est pourquoi je pose la question. C'est vrai, mais là, aujourd'hui, je ne vais pas m'avancer. Je pense que mes responsables vont me dire, Mme Nicolas, quand même, toujours à avoir des idées. Je vous dirais que Mme Bernice commence à être fatiguée un petit peu avec moi et mes idées. Juste... Il faut que je me calme un peu. Non, mais c'est nécessaire. Vous avez entendu ce qu'a dit M. François. Oui, c'est nécessaire, mais chaque chose en son temps. Après, je vous dirais que j'ai pas spécialement peur parce qu'on est quand même bien encadré à la GSF. Et si on a l'opportunité de pouvoir le faire... Pourquoi pas? Oui, je pense pas qu'on le ferait donc pas. Vous direz que c'est moi qui ai dit ça, comme ça. Madame Bernice va se retourner vers moi. Non, c'est vrai. Bon, en tout cas, cette journée, alors, quelle date? C'est le 2 avril. Le 2 avril. Ça se passe où concrètement? À la GSF, une partie, ou à l'hôpital de jour? Alors, non. Tout est au niveau de Saint-Félix. Tout est au niveau de Saint-Félix. On commence à la GSF, on finit à la GSF. Oui. Et puis, on est sur une marche découverte du littoral avec des paliers. C'est ça. Donc, nous avons plusieurs paliers. Oui. Alors, l'activité va commencer à 8h30. Oui. Alors, il y aura un petit mot avec les professionnels, mot d'ouverture. Après, à 9h, il y aura la marche, effectivement. Alors, plusieurs paliers. Il y aura un premier palier qui a une distance de 1500 mètres. Un deuxième palier qui aura une distance de 1900 mètres. Et un troisième de 2100 mètres. Ah bon? Alors là, c'est en fonction de la capacité de l'enfant. C'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est ça. Faut être exactement. Bien en acte, chaque palier, il y aura des centres de ravitaillement. On se ravitailler en eau. Et voilà.
Vous avez prévu combien de personnes, à peu près combien de participants? Et d'encadrement du coup, parce que alors, il y a des paliers différents. Alors, nous avons quand même tout l'hôpital de jour, nous sommes quand même 25, plus les bénévoles de l'association. Nous avons aussi des associations que nous avons invitées, comme l'association Tous en Bleu. Il y aura des bénévoles qui vont venir. Donc, ne vous inquiétez pas, les enfants et les familles seront encadrés par les professionnels, par les bénévoles. Nous avons des infirmiers, nous avons les médecins sur place aussi. Nous avons aussi un de nos partenaires que je souhaite citer, c'est le tennis club de Dugazon, et avec qui nous avons une activité par semaine avec les enfants, qui seront aussi présents. Alors, le dernier mot, c'est un appel à lancer peut-être aux parents qui ne sont pas encore informés. Je vous laisse tous les deux la parole pour des gens qui regardent et qui ne savent pas que cette journée existe et qui ont des enfants en situation d'autisme ou des adultes. Qu'est-ce que vous avez à leur dire, Madame Nicolas, d'abord? Alors moi, j'ai à dire que l'objectif, c'est même pas de toucher uniquement ceux qui sont porteurs, c'est de toucher tout le monde. Tout le monde. On est vraiment, en tout cas à la GSF, dans une démarche d'inclusion. De pouvoir vivre ce moment-là, de pouvoir partager ce moment-là. Et pour les personnes qui ont des enfants avec cette pathologie, eh ben, ce serait le bon moment de se dire, je ne suis pas toute seule. Je ne suis pas tout seul. Et vous avez parlé de réfléchir à des solutions pour qu'ils puissent avoir des lieux d'accueil. Je pense que c'est tout à fait le bon moment quand on est sur une manifestation d'envergure, de sensibilisation, de pouvoir peut-être rallier des personnes qui ont la capacité de mettre en place ces choses-là. Et si ça touche des personnes de l'institution, pourquoi pas. Alors vraiment, moi je rejoins ce que la directrice dit, et vraiment toucher toute une population. Hein. Alors il faut savoir que la santé mentale, alors c'est quelque chose qui est dans notre vie quotidiennement. Hein. Avoir une mauvaise santé mentale, ça peut engendrer beaucoup de difficultés dans la vie de tous les jours. Et vraiment, on voulait faire cette manifestation par le sport, mettre vraiment en avant le sport et sport santé en fait. Et franchement, toute la population, vous êtes conviés à venir à cette manifestation. Et de toute façon, il y aura des associations qui sont présentes, qui vont parler de l'autisme. Il y aura, comme elle a dit, des petits causés. Il y aura des moments d'échange avec des familles qui vont aussi témoigner voilà, de ce qui se passe au quotidien avec leurs enfants, leurs difficultés. Et voilà, nous sommes là, et de ne pas hésiter aussi. Nous sommes un hôpital de jour. Comme je vous ai dit, pensez, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe mal avec votre enfant dès l'âge de 36 mois, pensez à aller voir le CAMS, soit de Pointe-à-Pitre, soit de Basse-Terre, qui va quand même au début, il faut quand même voir son médecin traitant, qui va orienter vers le CAMS. Et par la suite, avec l'équipe et le docteur responsable du CAMS, ils vont pouvoir donner un diagnostic et voir vraiment qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour ces enfants. Bien. C'est noté. Rendez-vous donc le 2 avril. C'est ça. Dans la plaine de la JSF, et dans le lieu idyllique et merveilleux de cette association. Et on vous souhaite une bonne journée pour toutes ces personnes en situation de handicap, et pour les autistes, et pour les parents, et pour les autres personnes qui ne le sont pas, mais c'est sur l'occasion de faire de l'information. Voilà. Merci beaucoup, venu, merci à vous. Merci, monsieur Merci Fanchon. à vous, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. 13h22, on a le temps de faire un dernier titre. Un avant-dernier. Problème d'eau, on a parlé de ça. Donc, sur les abîmes, un collectif de résidents se sont réunis donc, entre Besson et Terrasson pour dénoncer cette situation qui est de plus en plus insupportable, l'absence d'eau pendant plusieurs jours, voire mois. On voit un reportage de Michel Depape. Après les grèves qu'il y a eu avec la SMGAG, il y a eu des habitants qui n'ont pas eu de tour d'eau. Et c'est ainsi que j'ai été interpellée par la famille en me disant que ça l'a fait un mois qu'ils n'ont pas le liquide vital qui est l'eau. Aujourd'hui, on a fait cette communauté pour qu'on puisse s'en sortir de cette situation. Parce que ça a dure déjà très très longtemps. Il y a des gens dans notre secteur qui ont déjà 1 an sans eau et je ne sais pas comment ils font.
Et moi, ça fait déjà plus de 3 mois, ils envoient l'eau, après ils coupent l'eau. Nous demandons à l'État de vraiment mettre des choses en place, même pour les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer par moment pour venir aux distributions d'eau, de façon à ce que les personnes âgées puissent avoir de l'eau directement à leur domicile. Aujourd'hui, on veut trouver une solution pour arranger ce souci d'eau. Il y a des personnes âgées qui sont amputées, qui ne peuvent pas se déplacer, et nous qui habitons dans le secteur, on est obligé de se déplacer pour les aider. On a déjà écrit au maire, au préfet et aux 2 présidents pour expliquer notre situation, que nous sommes en détresse. Il était prévu qu'il y ait des tours d'eau à notre niveau, et de notre côté, on n'a pas eu de tours d'eau non plus, et on est resté pendant quasiment plus de mois sans eau. Nous faisons un appel au SMGAG, le président, nous faisons un appel au préfet, nous faisons un appel au président du conseil général, départemental, excusez-moi, et au président du conseil régional. Et nous leur demandons de régler cette problématique qui est celle de l'eau, parce que l'eau est vitale. Nous sommes en situation d'insalubrité à Besson. Donc nous leur demandons, avec le collectif, nous allons leur exiger que nous ayons des bouteilles d'eau pour pouvoir distribuer, nous, le collectif, aux habitants et aux personnes âgées. Parce que Besson, il y a beaucoup de personnes âgées à Besson. Donc nous allons faire en sorte qu'ils nous donnent de l'eau pour que nous puissions distribuer. Les gens ne se rendent pas compte, mais il est juste... Voilà, il est 13h25, on prend la dernière pause et on se retrouve tout à l'heure avec Elodie Nestor et Natacha Nestor. On va parler de l'association Liquide Chocolat et de l'association AFPED. À tout de suite. Merci en tout cas. Merci beaucoup, merci à vous. Et salut Madame Nestor. C'est la dernière partie du ZCL. On va recevoir 2 Nestor pour le même prix. Elodie Nestor, bonjour. Bonjour. Elle est présidente de l'association Liquide Chocolat. C'est cela. Et Natacha Nestor aussi, NN, présidente de l'association AFPED. Par contre, je ne sais pas ce que ça dit AFPED. Bonjour. Alors l'AFPED, c'est l'association Femmes et Police dans l'égalité et la Femmes et diversité. Femmes et Police. D'accord. Bon. Ok, on revient vers vous dans un instant. On retourne vers l'actualité puisqu'il y a des nouveautés, la mobilisation dans l'éducation, parce qu'aujourd'hui, la plupart des écoles sont fermées. Vos enfants ne sont pas à l'école ce matin? Ah oui, mes enfants sont dans une école où on ne fait pas grève. Ah, vous êtes à l'école privée, vous êtes à Versailles. Bon, et vos enfants sont... C'est pareil pour moi. Pareil? Ah bon? C'est un choix. Et toi? C'est pareil aussi. Pareil. C'est un choix. Alors, je vous signale que dans le privé, il y aura des problèmes bientôt aussi. Hein. S'il y a dans le public, il y aura dans le privé. Alors, même si le privé ne fait pas grève aujourd'hui, il faut savoir que le lionnage contre la suppression des postes va s'ouvrir à tous les établissements. Et un jour, quand vous viendrez devant votre école privée, il y aura des cadenas. Et oui. C'est déjà arrivé d'ailleurs. Le droit de grève, c'est un droit fondamental. Moi, je ne reviens pas dessus. Après, bon. Dans les écoles privées, il y en a moins. Oui. Alors, on revient sur la mobilisation. Donc, mobilisation aujourd'hui, mardi, avec plus de 40 établissements scolaires bloqués. Ce mouvement de grève est initié par plusieurs syndicats et vise à protester justement sur les suppressions de postes annoncées pour la rentrée prochaine. On voit un reportage de Michel Depape. Aujourd'hui, on est en contact avec le national, donc on a demandé qu'une délégation soit dépêchée aux Antilles, en Guadeloupe, pour qu'on puisse s'asseoir autour d'une table pour parler vraiment du terrain. Guadeloupe n'est pas comme le national, c'est-à-dire en France, ce n'est pas comme en Martinique, ce n'est pas comme en Guyane. Guadeloupe, c'est bien spécifique. On attend qu'une délégation vienne pour qu'on puisse leur montrer, qu'on leur demande par 1+2, pourquoi on s'y oppose à ces suppressions de postes. Dire que parce qu'on a moins d'élèves qu'on peut supprimer des postes, ce n'est pas une équation qui est acceptable ni sur le plan humain ni sur le plan de l'éducation. Au contraire, si on a moins d'élèves, ça veut dire qu'on peut faire un enseignement de qualité. Donc c'est la raison pour laquelle lorsque les enseignants demandent des postes supplémentaires et vous font l'État collège par collège, lycée par lycée, des besoins en effectifs, mais aussi en moyens humains et matériels, ça veut dire qu'ils sont conscients effectivement de la réalité et de la réussite de nos enfants et est une priorité. En tant que parents d'élèves, on ne pouvait pas ne pas soutenir le mouvement. Il est important pour nous d'être présents parce que certes, les chiffres du rectorat sont ce qu'ils sont, mais nous,
en tant que parents qui vivons une réalité sur le terrain, la réalité que nos enfants vivent, on ne peut pas laisser passer ces annonces pour la rentrée 2025 sans réagir. Que toute la Guadeloupe maintenant fasse sens, un lieu commun, je pense que c'est très bien. Donc aujourd'hui, beaucoup d'établissements sont fermés, ont été fermés de façon systématique pratiquement par tous ceux et celles qui considèrent qu'il fallait que nous soyons en mouvement aujourd'hui. Ce n'est qu'un jour. On espère que notre administration comprendra et puis même le ministère comprendra que ce n'est pas un caprice de notre part. C'est un jour, mais où toute la Guadeloupe se sent non pas concernée mais impliquée. Donc, on espère avoir des moyens supplémentaires justement pour assurer une éducation de qualité. On va parler de la conférence de presse. J'ajoute quand même qu'il faudra qu'un jour que les écoles privées, aussi les parents des écoles privées, se mobilisent aussi, bien parce sûr. Parce que c'est l'éducation, c'est l'affaire de tous les parents, bien sûr, y compris les Nestor. Y compris les messieurs aussi. Oui, aussi. Voilà. aussi. Alors... Ma fille n'est pas en classe ce matin. Oui, elle est pourtant dans le privé. Enfin, on va pas parler de ça. On va parler de la conférence de presse concernant la 8e édition du festival Nouveau Regard. Hier, on a reçu Priscilla Delaney et cette année est placée sous le signe de la Caraïbe, toujours avec un programme de réalité virtuelle, de films, des ateliers. On voit un reportage du ZCL. Oui, c'est parti. Alors, cette 8e édition, elle réserve beaucoup de surprises. La première surprise et le premier temps fort qu'on peut mettre en avant, c'est cette balade cinématographique dans Pointe-à-Pitre, puisqu'aujourd'hui, on est à Pointe-à-Pitre, justement. On est dans une des escales de cette balade, qui est la Maison Victoire. Donc, on va pouvoir découvrir la ville autrement, avec des escales qui nous permettent de découvrir des films internationaux, des courts-métrages, qui n'ont jamais été diffusés en Guadeloupe. Donc, c'est vraiment un moment exclusif, un moment unique. Donc, se balader dans la ville et s'arrêter à différents points pour découvrir des films. On a d'autres temps forts et on a surtout des avant-premières de films, des films qui ne passeront peut-être jamais ailleurs, et notamment une avant-première qui est très importante pour nous, qui nous tient vraiment à cœur, c'est l'avant-première du film Fanon de Jean-Claude Barny, donc qui met à l'honneur cet illustre homme qui est emblématique de la Caraïbe. Donc on est très content d'avoir une programmation riche et de pouvoir également investir des lieux comme le Memorial Act, qui a été le lieu où on est né, le festival est né, et on y revient depuis l'année dernière, mais cette année on y revient de manière plus intensifiée avec des masterclass, des conférences, des projections de films, des moments de convivialité, d'échange. Voilà. Bien, je rappelle que ZCL est partenaire de ce festival. Bien sûr. Mais oui, il fallait le dire. Oui, ça, on va le dire. Bien, alors, on va recevoir les Nestor. Bon, on va commencer par Elodie. Merci d'être avec nous, puisque vous êtes président de l'association Liquide Chocolat, c'est la 3e édition de cette maladie qui touche les femmes. De l'événement, oui. Oui. Et chaque année, vous faites une manifestation. Alors, explication, comment ça va s'organiser? Alors effectivement, l'association Liquide Chocolat accompagne les femmes atteintes d'endométriose depuis 2018 maintenant. Et nous avons à cœur de sensibiliser le grand public sur cette maladie, soit par des manifestations sportives, soit par des manifestations culturelles, des conférences, etc. Et depuis 3 ans maintenant, nous avons décidé de co-organiser un événement qui s'intitule Les Lumineuses, avec Natacha, qui fait partie du conseil d'administration de l'association Liquide Chocolat et qui est en charge de la partie sportive, l'animation sportive. Et donc nous avons eu cette idée commune de créer cet événement pour rassembler les femmes autour d'une cause qui est l'endométriose, mais aussi, dans le cadre du mois de mars, sensibiliser aux droits des femmes. Voilà, donc c'est une manifestation qui aura lieu samedi prochain, samedi 29 mars. Et le rendez-vous est au MACT, sur le parvis du MACT. D'accord. Voilà. Alors, pour que les gens ne posent pas de questions bêtes, on ne sait jamais, pourquoi l'association s'appelle Liquide Chocolat? Alors... Non, mais justement, c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce nom, pour que les gens se posent la question. Oui. Liquide chocolat, c'est un mot qu'on utilise dans le jargon médical quand on parle d'endométriose. Oui. Donc, on ne voulait pas utiliser le mot endométriose qui fâche, qui fait un petit peu peur. Oui. Et c'était une façon de parler de la maladie sans dire le mot et susciter le questionnement. Et voilà. Donc, on peut poser la question. Bien. Mais il n'y aura pas de distribution de
de chocolat ce jour? Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Alors Natacha, bonjour, merci d'être là. Vous êtes présidente de l'association AFPED. Quel va être le rôle de l'association, j'imagine, en relation avec Liquide Chocolat? Oui, l'association Femmes et Police dans l'égalité et la diversité est une association composée essentiellement de femmes de la police nationale. Oui. Et nous sommes voilà, missionnés depuis le début de cette aventure, depuis 2022 que l'association a été créée. Nous souhaitons effectivement sensibiliser sur les droits des femmes, lutter contre les violences faites aux femmes, travailler sur le bien-être au travail, notamment le bien-être des femmes. Il faut savoir qu'à l'AFPED, nous avons aussi des hommes, donc on pense les choses aussi de manière inclusive. Oui. Et on sait que les femmes ont cette faculté de penser inclusif un peu plus que les hommes. Donc, ah bon? Oui, bien sûr. On échange là-dessus. Vous osez dire ça devant moi? Bien sûr, devant vous, justement, sur votre antenne. Mais voilà. Et donc, comme elle l'a dit, Elodie, au sein de Liquide Chocolat, qui est une association que je chéris énormément, au sein de Liquide Chocolat, je suis chargée de tout l'aspect sportif. Et donc, nous avons eu cette idée de faire une manifestation ensemble qui s'appelle Les Lumineuses, qui est un nom qui a été trouvé par un homme. Les Lumineuses. Les Lumineuses. Hein. Les Lumineuses. Et de courir dans les rues de Guadeloupe. Donc, l'année dernière, c'était aux Abîmes, l'année d'avant aussi. Et cette année, nous avons décidé de courir dans les rues de Pointe-à-Pitre et dans le quartier populaire de Carénage, de rue Raspail. À partir de 19h, on parle, le top départ, ce sera 19h. On commence à accueillir tout le monde. Ça sera sécurisé, j'imagine. Bien sûr. Oui. Voilà. Non, mais je pose la question à une policière. Bon, ce sera sécurisé, il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, il n'y a pas d'inquiétude à avoir non plus. Ou à Pointe-à-Pitre, on n'est pas toujours très sûr. Non, on sera ensemble. Ah, on sera ensemble. Alors, je vais vous poser une question pour vous embêter. Souvent, on dit que quand les femmes viennent porter plainte pour viol, etc., à la police, les policiers, ils prennent ça de très haut, de très loin. Est-ce que ça continue? Ça s'améliore. Ah. Ça s'est beaucoup amélioré depuis le Grenelle des violences faites aux femmes, depuis 2019. Et puis, les policiers sont de mieux en mieux formés. Ah, c'est surtout ça. Il y a un groupe dédié aux violences intrafamiliales, donc d'officiers de police judiciaire et d'agents de police judiciaire qui prennent en charge ces dossiers-là. Les policiers sont mieux formés. Des hommes qui sont des femmes et des hommes. Des jeunes filles, des jeunes hommes qui sont formés spécifiquement. Ah non, parce que c'est un vrai problème. Non, mais ça évolue. Ça évolue. Et on fait justement de la communication autour de cela parce que oui, la police a une réputation qu'on doit reconstruire. Oui. Et c'est un peu mon rôle puisque moi, je suis policière et je suis aussi en charge de l'aide aux victimes, chargée de l'aide aux victimes pour la police nationale. Donc, l'association travaille beaucoup là-dessus. C'est une extension du travail de la police nationale. Alors, pourquoi les Lumineuses, au fait? Il faudrait demander ça au monsieur qui a trouvé le nom. Ah bon? Non, mais... Alors, les Lumineuses... c'est un projet qui a été pensé par les deux associations, mais aussi avec des partenaires. Et je suis moi-même sportive et j'ai un coach qui s'appelle Fabrice Font, qu'on connaît bien en Guadeloupe. Oui. Et Fabrice Font est un des partenaires des Lumineuses. Et Fabrice m'a dit, ton projet, votre projet devra s'appeler Les Lumineuses parce que vous allez briller, il faut que vous brillez. Oui. Et... voilà. Justement, on peut revenir sur l'importance du sport dans l'endométriose, puisque c'est un sujet important. Comment ça permet de se sentir mieux dans son corps, puisque voilà, c'est aussi le mois de mars, le mois de sensibilisation par rapport à cette pathologie qu'on commence un peu plus à connaître, mais pas suffisamment. Comment le sport aide? Le sport, c'est un allié. Et j'aime à dire qu'il n'y a pas de santé sans sport, il n'y a pas de sport sans santé. Et en fait, l'endométriose est une maladie inflammatoire chronique. Et donc, avoir une activité physique régulière, faire du sport, ça ne veut pas forcément dire aller courir un marathon, se défouler, aller à la salle tous les jours. Mais juste maintenir une activité physique régulière, 1 fois par jour, 1 heure, 2 fois par semaine, ça aide énormément. Et physiquement, parce que le corps bouge, et aussi mentalement, puisque ça joue contre l'anxiété, ça favorise aussi le sommeil. Voilà, donc faites du sport. Et donc nous, dans l'association, on a vraiment à cœur à inciter les femmes à intégrer le sport au quotidien
Et parfois, les femmes ont des activités physiques, elles ne s'en rendent même pas compte. Je pense par exemple au jardinage. On a des filles dans l'association qui sont passionnées de jardinage, qui passent leur matinée à arracher les herbes, etc. et qui n'aiment pas aller marcher. Et en fait, elles ne se rendent pas compte, mais elles font déjà du sport juste dans le jardin. Et donc, c'est ce qu'on essaie de mettre en place dans l'association, sensibiliser sur la maladie, certes, mais aussi sur tout ce qu'on peut mettre en place pour mieux vivre cette maladie. Est-ce que justement, il y a une meilleure prise en charge de l'endométriose ou une meilleure conscientisation de cette maladie? Actuellement, il y a une évolution? Alors, au bout de 6 ans d'investissement au sein de l'association, en tout cas depuis la création, je vois effectivement qu'il y a du changement. Il n'y a pas une fois où je suis allée à un endroit et tout le monde a déjà entendu ce mot-là au moins une fois dans sa vie. Tout le monde a conscience, oui. Oui, parce qu'on dit qu'on ne guérit pas de l'endométriose. Oui, effectivement, on ne guérit pas, comme plein d'autres pathologies chroniques, finalement. Mais en tout cas, le travail de sensibilisation, on se rend compte qu'il est fait et qu'il faut continuer parce qu'on n'a pas encore touché tout le monde. Mais la plupart des personnes, en tout cas, ont déjà entendu le mot endométriose, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Ça fait 10 ans à peu près que je suis dans ce milieu associatif pour cette cause. Et je me rends compte effectivement qu'il y a un changement. Il y a un changement aussi au niveau des professionnels de santé qui s'intéressent beaucoup plus à cette maladie, qui sont en quête de solutions, qui veulent travailler en équipe. Au CHU, par exemple, il y a une réunion de concertation pluridisciplinaire 1 à 2 fois par mois, ce que ça n'existait pas avant. Donc vraiment, tous les professionnels, petit à petit, s'intéressent et s'engagent pour cette cause. Donc ça fait du bien. Et je me rends compte aussi qu'il y a de plus en plus de femmes qui viennent spontanément vers l'association. Donc on a énormément de demandes. On a besoin bien sûr d'aide pour pouvoir répondre à tout le monde. C'est pas toujours évident, mais ça veut dire que voilà, les choses évoluent. Le message commence à passer et c'est ça le but, de briser l'isolement, de faire connaître la maladie. Donc on continue. Est-ce que le docteur Jean qui est invité à la manifestation? Alors, on ne lui a pas envoyé d'invitation personnelle, mais c'est une très bonne idée. Et de toute façon, nous travaillons ensemble sur divers projets pour la maladie. Donc, il sera... Vous pouvez peut-être intervenir. Je me retourne vers Madame Nestor Bis, Madame Natacha. Combien de kilomètres vous allez faire ce soir-là? 5 kilomètres, pas grand-chose. Oui. 5 tours. Pour vous, c'est pas grand-chose, 5 kilomètres? Pour moi, c'est pas grand-chose. Moi, je fais des marathons. Vous faites des marathons aussi? Voilà. Waouh! Quand on travaille avec la team Briscoe Coaching, on fait des marathons. D'accord. Non, mais blague mise à part, 5 km de course ou de marche. Il n'y a pas de dossard. Voilà. Il n'y a pas de dossard, il n'y a pas... il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de pression autour de... C'est presque une déambulation. Mais l'année dernière, on avait des compétitrices. Ah bon, quand même? L'année dernière, il y avait des... Oui, il y avait des filles. Oui, elles prennent ça au sérieux, attention. Oui. Mais on va s'amuser, surtout. C'est ce qu'on veut, c'est s'amuser. C'est la fin du mois de mars. C'est pas vous qui allez gagner cette fois-ci. Non, moi, non, mais c'est vrai que, comme elle disait Élodie, le sport, c'est aussi... une forme de thérapie mentale, une manière d'affronter la vie autrement. À travers le sport, on ressent des choses, le dépassement de soi, on apprend à vivre avec ce qui nous fait mal, puisque l'endométriose est une maladie dont on ne guérit pas. C'est une maladie qu'on a tant qu'on est en âge de procréer. Et donc, cette souffrance-là, on doit, avec tout ce qu'on fait au quotidien, le jardinage, les courses, etc., tout ce qu'on fait au quotidien, apprendre à vivre avec. D'accord. Rendez-vous donc le samedi 29, c'est ça? Samedi 29. Oui, à quelle heure? À partir de 18h. Et ensuite, on a... le marathon, c'est à quelle heure? Et la course commence à 19h. Mais on a aussi des animations avec Christelle Galap qui va nous faire un échauffement. Oui. Et puis, une séance de fit dance. On a aussi de la self-défense avec un policier qui est moniteur en self-défense. Et puis tous nos autres partenaires qui seront avec nous. Je parle du conseil départemental, je parle de Cap Excellence de la ville de Pointe-à-Pitre, et puis des magasins de sport comme Bisport, comme Jogger Sport, qui nous accompagnent depuis le début. Régulièrement, je crois. Oui, oui, je sais. Depuis le début. C'est M. Bouit, c'est ça?
Monsieur Bout. Messieurs Bout. Il a écrit un ouvrage, vous le savez? Oui. Ah, vous connaissez Je sais beaucoup de choses. Mais Ronnie, Bruno, ce sont mes amis. D'accord. Et ils sont très touchés aussi par ce que l'on fait. Donc, ils s'intéressent et ils veulent que nous aussi, ils veulent participer à ce qu'on fait. Voilà. Bien. Bon. Depuis le début. Le rendez-vous est pris. Merci en tout cas, mesdames. Merci. Et rendez-vous donc samedi. Je rappelle que depuis le début du ZCL, il était 12h33. On a reçu M. Jean-Michel Martial du Gauzier, les gérants de Arobase Consulting, créature de l'annuaire des petites entreprises. Très important. On a reçu aussi Marilyn Darmé pour le concours, comment ça s'appelle, Voix libérée, pardon. C'est un concours de chansons qui s'adresse aussi bien aux jeunes qu'aux moins jeunes. Et puis, on a reçu Gladys Nicolas et Joanne Fonson pour une autre manifestation pour l'autisme, aussi importante que l'endométriose. Et cette manifestation se fera au Gauzier l'autre week-end. Et puis, on vient de terminer en Nestor avec les deux Nestor, Elodie et Natacha, pour cette manifestation 29. Rappel des titres avec Iman Nestor, Iman News. Alors aujourd'hui, au niveau de l'actualité, nous avons parlé du Café des investisseurs autour de l'habitat. Ça a eu lieu sur la ville des Abîmes, une initiative qui permet aux acteurs économiques, bailleurs sociaux et habitants d'être accompagnés et de renforcer l'offre de logement sur le territoire. Il était aussi question de la réhabilitation du lavoir de la Cité des Sources 2 sur Capesterre-Belle-Eau. Donc une maison pour tous a été inaugurée avec plusieurs projets à venir. Problème d'eau à Besson, ça c'est toujours pas réglé. Mobilisation dans l'éducation, c'était toutes les aujourd'hui. Écoles sont fermées. Presque toutes les écoles publiques sont fermées. Sauf les écoles privées. N'est-ce pas? Voilà, suppression de postes pour la rentrée, la mobilisation continue. On a aussi évoqué la conférence de presse du festival Nouveau Regard qui aura lieu pour la 8e édition en partenariat avec le ZCL. Voilà, il est 13h51. On vous remercie d'être souvent avec nous tous les jours, du lundi au vendredi. On se retrouve demain. Demain, c'est quoi? Demain, je suis là. Ah, tu es là demain? Oui, demain. Ah, mais tu es là demain. Donc, ce sera encore mieux. Bien, quand il est là, c'est encore mieux. Voilà, c'est fini. La réalisation était assurée par Yann avec... non, pas Satiam, c'est Ivanski là aujourd'hui. Oui, Ivanski là aujourd'hui. Et nous, on se retrouve demain à la même heure. Merci, mesdames. Et à bientôt. Bonne course. Merci. Voilà. Merci.